L'économie israélienne fait face à des défis et des opportunités. Tensions politico-judiciaires, restrictions de la Banque d'Israël pour les crédits immobiliers et hausse importante du salaire minimum. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin notre ami le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors exceptionnellement, effectivement, on se retrouve ensemble comme on l'avait fait à l'époque, et cela, bien entendu, pour à la place de notre consoeur Cathy Choukroun, et c'est l'occasion pour nous de présenter à Cathy Choukroun ensemble, eh bien, nos condoléances pour le décès de sa maman Daniel Ben-Shushan, qui est décédée en début de semaine. Et bien entendu, donc nous nous associons à son deuil, au deuil de notre consoeur Cathy Choukroun. Alors, on va essayer de remplacer Cathy, c'est difficile de remplacer Cathy, mais on va essayer de le faire ensemble ce matin, en parlant de plusieurs sujets qui sont bien entendu d'actualité. Je le disais dans la revue de la presse fait les grands titres ce matin sur le budget de l'État, le vote du budget de l'État qui a été voté très aisément par la coalition gouvernementale, 66 députés qui ont voté en faveur de ce budget de l'État. Daniel, c'est un budget de guerre qui est sans aucun doute le plus important de l'histoire de l'État d'Israël, plus de 620 milliards de shekels, dont au moins 110 milliards, au moins pour l'instant, qui sont consacrés à la défense nationale. Et moi, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est quel est l'impact de ce budget de la défense nationale qui est grossi comme il ne l'a quasiment jamais été, sur la vie des contribuables israéliens. Oui, tout à fait. Vous connaissez bien les chiffres. Vraiment, vous devrez être à ma place qu'économiste. Non, n'exagérons pas. Mais j'ai même vu 750 milliards, parce que faut compter aussi, il y a des dettes qu'on doit payer, des choses comme ça. Donc c'est même élargi jusqu'à 750 milliards. C'est 756 milliards. C'est très très lourd. C'est historique ce que vous avez dit. Et c'est dû au fait de la guerre qui continue. Et vous posez la bonne question. Quelle est la conséquence de ce budget pour les citoyens? On le savait déjà. On en a beaucoup parlé dans nos chroniques. Ça n'a pas été une surprise. D'abord, alourdissement au niveau des cotisations de bitoire Lomi, chaque personne salariée devront payer plus, maintenant à peu près 70 shekels par mois pour le bitoire Lomi. Il y a aussi, bien entendu, la TVA qui a augmenté. Oui, on l'a fait déjà. Alors, il y a eu aussi hier une annonce sur le fait que les bus vont passer tous à 8 shekels. Maintenant, juste là, c'était que le tram. Et maintenant, ils ont dit que maintenant, tous les bus, dans un mois, vont passer à 8 shekels. Mais en disant qu'il va y avoir, ce qu'on attendait depuis longtemps, la réforme pour ceux qui ont plus de 67 ans, il y aura gratuité totale, et pour ceux qui sont dans les endroits socio-économiques pas très importants, ils auront une réduction de 50%, même dans certaines rues qui sont ou quartiers dans une même ville. C'est-à-dire à Jérusalem, les quartiers défavorisés peuvent obtenir cette... Voilà. C'est-à-dire Ravia paiera très cher, et celui qui habite juste à côté ne paiera moins. Je sais pas, c'est comme ça que ça a été annoncé hier, donc c'est évidemment suivi le budget. Vous avez raison, ça va continuer à changer notre quotidien. Ce qui est important de dire aussi, est-ce que c'est un budget qui va amener de l'inflation? Parce que d'après les prévisions de la Banque d'Israël, on était sur, et des économistes d'ailleurs, à peu près 2,5% pour les 12 prochains mois, ce qui est pas mal, ce qui est l'objectif du gouvernement. Ouais. Alors, le Banque d'Israël a parlé d'un budget sérieux, c'est-à-dire point de vue des dépenses que vous avez parlé du cadre, vu de la guerre, il n'a pas été contre. Mais par contre, et ça, effectivement, vous avez entendu sûrement, vous en avez peut-être fait écho, d'abord de Moody's, et aussi des réactions politiques, et c'est normal de l'opposition, parce que vous posez une question, qui est une bonne question, est-ce que c'est un budget qui apportera la croissance économique aussi? Parce que, effectivement, une situation assez de plein emploi, mais on se demande aussi, il y en a qui disent ce n'est pas assez sur ce qui devrait apporter des aides pour que l'économie aille mieux. Ça, c'est discussion générale. La seule chose que je dirais, c'est que, en fait, si on regarde bien les chiffres, à part l'atmosphère politique, je veux pas entrer dedans, c'est surtout des chiffres à la marge. Vous-même, vous avez cité des centaines de milliards de shekels. Là où les discussions ont été âpres, c'est sur quel milliard par là, qu'ils auraient préféré aller sur d'autres endroits. Mais point de vue général, je veux dire, l'ensemble des économistes pensent qu'il n'y a pas tellement de choix de faire comme ça maintenant. Et il faudra voir, effectivement, il peut y avoir aussi des collectifs budgétaires sur ce qui va se passer. Alors, je m'excuse, je peux te poser une question encore de profane. C'est-à-dire, est-ce que finalement, lorsqu'on a des budgets aussi importants, lorsque l'on est en état de guerre, est-ce que la planche à billets, elle fonctionne pas plus, et cela devrait entraîner peut-être de l'inflation?
Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. La Banque d'Israël ne peut pas le faire. Ça, il y a une loi qui interdit de faire. Et là, je vais venir aussi sur un point qui a été très très important cette semaine, puisque vous pensez planche à billets et de peur qu'il y a eu. Vous savez, ça avait commencé la semaine dernière avec la reprise malheureusement au pas de la guerre à Gaza. Je parle point de vue économique en tout cas. Et les milieux financiers déjà. La bourse, c'est ça qu'on voit, la bourse et le shekel baissaient. Et qu'est-ce qui s'est passé dimanche à cause des problèmes politico-judiciaires? Et je suis sûr que vous en avez parlé abondamment, et je l'ai vu aussi. Je parle de la renvoi du Shabak et du Shin Bet Rodenbar et de la conseillère juridique. Et là, le monde financier s'est demandé, économique, est-ce qu'on allait revenir au 6 octobre? Vous vous rappelez? Ça veut dire que menace de grève de la part du syndicat, bien que c'est interdit du point de vue de la loi, mais aussi du point de vue des acteurs économiques, les patrons qui avaient menacé eux aussi de ne plus faire marcher la marché économique. Et ça, tout ça en même temps, ça fait une grosse panique dimanche. Le marché boursier en Israël a baissé en un jour de 400 milliards de shekels. Ouais. C'était 40 milliards de shekels, c'est énorme, c'est déjà beaucoup. Et ça a été la plus forte baisse depuis le début de la guerre, avec des indices phares comme les banques qui ont baissé jusqu'à 7%. Donc, et un shekel, l'euro, c'est important pour nos éditeurs, avait augmenté même au-dessus de 4. Ouais. Et on se demandait est-ce qu'il allait de nouveau revenir très fort. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là, lundi et mardi? Et lundi, il y a eu retournement de la situation. Ces mêmes indices qui avaient énormément baissé ont à peu près repris leur perte de la veille. Et mardi, ça s'est encore plus stabilisé positivement. Et donc, ça veut dire... et c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu une peur peut-être que les investisseurs... Vous avez dit de parler des notes des entreprises de cotation, peut-être qu'ils vont de nouveau baisser la note. Oui, on n'y est pas encore. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans l'actualité. Exactement. Il y a des menaces, mais on n'est pas encore dans une baisse des cotations. Tout à fait. On avait parlé d'obligations d'État, les obligations ont baissé en un jour de 2%. Alors on s'est dit quoi? Ça veut dire que nous allons coûter très cher maintenant d'emprunter, tout ça. Tout ça a fait la panique. Et il y a eu quelque chose qui s'est dit. Et là, moi, ma conclusion, toujours je fais une analyse, d'accord? Et je vais dire ce que je pense, moi, sur tous ces sujets, d'ailleurs, y compris le budget. Qu'en fait, pour l'histoire de la tension qu'il y a entre le gouvernement et le problème juridique, quoi qu'on a, c'est que s'il y a vraiment cette tension-là, c'est-à-dire si le Bagatz vient de dire je vous pouvez pas crise constitutionnelle, alors là il peut y avoir une panique économique. Ouais. Mais si le Bagatz décide de ne pas intervenir sur ces plans-là, en tout cas pour l'instant pour le ça se stabilisera. À mon avis, ça stabilisera. Voilà, c'est ce que je vois. Alors c'est important. On va passer, prendre un autre sujet important. Vous nous insistez sur le fait que, la Banque d'Israël est en train de freiner, on va dire, l'attribution de prêts hypothécaires pour des nouveaux logements. Tout à fait. Pourquoi? J'en ai souvent parlé dans ma chronique. De quoi il s'agit? En fait, après la guerre, c'était normal, les gens n'achetaient plus d'appartements. Et les promoteurs sont allés chez les banques et leur ont dit si vous ne nous aidez pas à avoir des crédits faciles pour les achats d'appartements, nous on va faire faillite. On a 70 000 appartements qu'on n'arrive pas à vendre, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux et les banques? Ils ont dit aux gens maintenant, pour les appartements qui sont en construction, qui sont dans 2-3 ans près, vous allez pouvoir seulement payer jusqu'à 5% des fois ou 7% du prix d'appartement. Et dans 3 ans, 4 ans, vous verrez où c'est à vous pour l'instant. De toute façon, les appartements, il faut soi-disant que monter en Israël. Vous vendrez à ce moment-là si vous pouvez pas payer la mashkanta. Et vous rembourserez. Et en attendant, vous n'avez rien payé, même pas à une mashkanta comme d'habitude, puisque je vous demande que 7% du prix d'appartement. Ouais. Maintenant, la Banque d'Israël a eu très peur de ça, a fait depuis un an, a fait quelques appels aux banques en disant, mais moi, j'ai peur ce qui va se passer en 3 ans si tout le monde va vendre en même temps. On va se retrouver dans une crise comme celle des États-Unis, peut-être? Ouais, exactement. On a parlé de subprime, on a parlé aussi d'options, que c'est comme une option à la bourse, etc. Et alors, il a finalement fait, parce qu'apparemment, il a essayé la méthode 12 pendant assez longtemps, et maintenant il a dit je vais le faire. Il a dit aux banques, c'est très bien. Vous voulez donner ce genre de crédit? D'abord, sachez que ce genre de crédit ne peut pas dépasser un encours de 10% de tous les crédits hypothécaires que vous donnez. Okay. Quand maintenant, on parle de 20 à 25%. Vous vous rendez compte? Ça fait une très, très grande différence par rapport à ça. Deuxièmement, vous voulez donner un crédit comme ça? Moi, je considère que c'est un crédit dangereux. Vous devez immobiliser beaucoup d'argent pour ça. Ça va vous coûter très cher et ça coûte urgent très cher. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le marché immobilier? Parce que c'est la question que tout le monde se demande. Et on va le savoir à mon avis, déjà, au début avril, on aura une tendance sur ce qui s'est passé en mars après, quoi, mais surtout à la fin du mois d'avril, peut-être en mai, on verrait ce qui se passera, de savoir qu'est-ce que donc
Qu'est-ce qui va entraîner cette mesure? Certains parlent que le milieu extra-bancaire, vous savez, il y a des grandes entreprises de crédit qui ont de l'argent, qui peuvent prêter. Est-ce qu'ils vont venir à la place des banques hypothécaires pour faire ça? On ne sait pas. De toute façon, ça sera plus cher. Il faut suivre de près, écouter mes chroniques. Ok. Alors, bien entendu, écoutez vos chroniques. Ça, c'est une recommandation incontournable. Alors, on va également savoir avec vous, Daniel, ce qu'il advient du salaire minimum. Parce que le salaire minimum, eh bien, il doit augmenter de 6%. Voilà. Et alors, la question que vous posez, c'est une question assez surprenante. Est-ce que c'est bon pour l'économie israélienne? Je suppose que ça peut pas être tout à fait mauvais. Comme d'habitude, vous avez donné des chiffres, c'est très bien. Et le chiffre en valeur absolue, c'est 6 248 shekels. Comme je vais pratique, je vais d'abord dire, ça concerne 700 000 personnes. Mais ça ne concerne pas, par exemple, des populations comme les gens qui sont handicapés ou les gens qui sont jeunes, qui travaillent déjà, qu'eux ne sont pas soumis au salaire minimum, peuvent recevoir moins. Maintenant, il faut savoir aussi que si jamais un entrepreneur vous dit, moi, j'aurais bien te prendre, mais je peux pas te prendre au salaire minimum. Je parle de quelqu'un qui doit le recevoir. Ouais. Et il dit, j'accepte. C'est faux. On peut pas accepter de payer, d'être payé moins que le salaire minimum. C'est interdit pour les gens. C'est interdit par la loi. C'est vrai. Maintenant, il faut savoir aussi, parce que j'ai demandé est-ce que c'est bon pour l'économie. D'abord, ça représente 41%, c'est noir. Ça doit représenter 41% du salaire moyen, qui est autour entre 13 500 et 14 000 shekels. C'est pour ça qu'on a ces chiffres de 6 248 shekels, ça sera. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chose suivante, c'est que, donc, il faut savoir que le salaire moyen, c'est pas le salaire de la moyenne de ce que les gens gagnent. Parce que le salaire moyen est plus important puisqu'on il y a plus de gens qui gagnent moins que des gens qui gagnent dans leur technologie. Et il faut savoir que on appelle en hébreu Sony, c'est-à-dire la moyenne de ce que les gens y gagnent, et les 8 200 shekels, donc beaucoup moins que le salaire moyen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer aussi, c'est connu en économie, c'est que les salaires qui sont bas de l'échelle, qui sont pas le salaire minimum, ils vont aussi augmenter parce qu'ils vont se dire, moi, je veux pas maintenant être au salaire minimum. Donc, pourquoi est-ce que les gens se demandaient, est-ce que ça va pas être une tendance inflationniste qu'on vous a posé pour la première question, du fait qu'il va y avoir augmentation des coûts des salaires? Alors, la réponse est, de toute façon, même par exemple pour les gens qu'on a parlé que, vous savez, quand on doit avoir une Philippine ou des gens comme ça, eux aussi doivent payer au salaire minimum, ou en tout cas une partie. Et donc, dans ce cas-là, pour eux, ça va être, on dit une charge. Il faut se rappeler que toutes les allocations pour des gens comme ça ont été augmentées du salaire, de 100% du salaire moyen. Il y a une loi donc eux ne sont pas affectés. Est-ce que les entreprises pourront supporter ça? Je pense que oui. Maintenant, effectivement, nous sommes dans une période où il y a ces plein emploi, donc il y aura peut-être une hausse des salaires. De toute façon, les salaires en Israël ont augmenté l'année dernière 2 fois plus que l'inflation, je dis en moyenne, d'accord? Donc, mais c'est pas ça c'est pas ça qui fait l'inflation en Israël. On a vu d'autres problèmes comme les fruits et légumes et autres. Okay. Donc, je pense pas que ça sera, en tout, c'est une bonne chose pour l'économie et surtout pour ceux qui vont gagner un peu plus, les classes. Voilà, bien entendu. Dernier sujet avec vous de ce matin, Daniel. On voudrait parler avec vous d'une société. La semaine dernière, vous avez parlé de Wiz qui a été racheté pour la coquette somme de plus de 30 milliards de dollars. Et là, on va parler d'une société dont le cours boursier est grimpe plus de 200%. Il s'agit d'une société Beyond Oil de food tech. Tout à fait. Oui, tout à fait ça. 200% d'ailleurs depuis le début de l'année et depuis 3 ans, 500%. Maintenant, elle n'est pas cotée en Israël. Elle est cotée au Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est que la bourse de Canada, depuis le début de l'année. C'est une société israélienne. Une société israélienne. Sinon, j'en parle pas. Je fais toujours pas une bonne nouvelle pour montrer l'activité de notre économie. Ça sonne beaucoup dans tout ce que nous avons parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a augmenté de près de 200%, alors que la bourse du Canada n'a pas augmenté depuis 2025, comme d'ailleurs la bourse américaine. Vous savez que c'est à cause des problèmes de Trump et compagnie, ça les fait peur. Et elle a énormément augmenté. Alors, d'abord, c'est une entreprise d'un kibbutz qui a été faite en 2018. Et c'est quoi son produit? C'est de pouvoir utiliser l'huile. Elle a trouvé un patent qu'on peut réutiliser l'huile à de moindres coûts. Et aussi pas de problème de santé. C'était ça son chose. Alors, donc c'est très intéressant. Israël, d'ailleurs, faut savoir, être très fort dans le food tech. Et donc c'est une entreprise brillante là-dessus. Et elle vient d'avoir un contrat de $8 millions aux États-Unis, ce qui a fait aussi monter sa cours en bourse au Canada. 8 millions de dollars. Okay. C'est intéressant, c'est que une dame qui est dans de Trump, qui est dans son cabinet, qu'on appelle ça, son cabinet économique, elle était membre de cette société-là. Elle connaissait ça. Et elle a dit, je veux que tous les restaurants aux États-Unis et les écoles et
comme ça, vont utiliser ça. Donc ça va lui faire énormément. Oui, là, ça va et aider. elle s'est ensuite dans beaucoup Alors, de pays. je comprends pourquoi elle a pourquoi grimpé. elle a énormément. Elle a maintenant une valeur de 700 millions de shekels, c'est 270 millions de dollars canadiens. Alors, après tout ce qu'on a dit, une dernière question qui n'est pas pour sortir un peu des sentiers battus. Justement, ces avis des agences de notation, Moody's, finalement, quand on regarde un peu tout cela, après 16 mois de guerre, on n'a pas le sentiment d'être véritablement dans une sorte de marasme économique, dans une sorte de catastrophe économique. C'est-à-dire, on a l'impression que l'État d'Israël parvient à surmonter, on va dire, cet effort de guerre sur le plan économique. Ce que moi je pense comme réponse, premièrement, c'est que depuis 1948, voire avant, on est toujours en état de guerre. D'une certaine façon, le peuple israélien s'est appelé. Mais là, on voit l'armée israélienne qui s'équipe de nouveaux matériels, même s'il y a une aide américaine, et justement, l'aide américaine, il faut savoir comment elle est attribuée, mais malgré tout, les Israéliens continuent à vivre, on les voit continuent à sortir, continuent à partir en vacances, continuent à aller au restaurant. On n'a pas un sentiment de récession catastrophique. Tout à fait. Vous avez raison. J'ai plusieurs fois parlé de ça, que les Israéliens consomment énormément. C'est ce qui fait marcher l'économie. Et de pays comme en Europe, en France surtout, on est en récession, en Allemagne aussi. Et ici, en Israël, malgré tous les problèmes, les gens continuent à consommer. Je sais pas s'ils ont besoin de s'enfuir de la guerre. Il faut dire qu'ils étaient souvent en Israël parce que ils n'ont pas pu partir à l'étranger. Il faut voir ce que ça va être maintenant. À partir de ce moment-là, vous savez que les vols reprennent pour beaucoup de compagnies. Est-ce que ça va continuer? Point de vue de consommation, je parle. Mais effectivement, c'est un miracle, c'est l'endurance, c'est tout ensemble, la solidarité. C'est à mon avis, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette chronique très complète de la situation économique en Israël de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin et d'être venu dans notre studio. Bonne journée. Avec plaisir.